Donc, je n'en veux pas aux Portugais pour ça. E eu não quero mal aos portugueses por causa disso. C'est le fait O que lamento que le é o parti facto État, do Partido de Estado Sékou Touré, de Sékou Touré se serve se ter servido de da cette situação situation pour liquider para liquidar os pais fundadores da Guiné. À la nuit du samedi 21 au dimanche 22 novembre 1970, en plein mois de Ramadan, 6 navires non identifiés, dont un bâtiment de débarquement et un cargo, portant à bord plus de 430 commandos lourdement armés, appuyés par plus de 200 Guinéens, débarquent sur les côtes méridionales de la Guinée-Conakry. À leur tête, un certain Alpam Kalbao, le cerveau de l'opération. Cette invasion militaire, connue sous le nom d'agression portugaise ou Operação Mar Verde ou Green Sea selon les interprétations, avait plusieurs objectifs dont entre autres la libération des prisonniers portugais capturés par les soldats du PAIGC, entendés par Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert. En guerre depuis 1963, ces soldats furent capturés et transférés de la Guinée-Bissau vers la Guinée-Conakry sous les ordres d'Amilcar Cabral, le leader indépendantiste de la Guinée-Bissau, et ses hommes. Et parmi eux figurait le fils du très richissime maire de Lisbonne, un commando parachutiste mis aux arrêts par les guerrieros du PAIGC d'Amilcar Cabral, qui le transféraient également à Conakry. Une autre raison, c'était la capture mort ou vivant d'Amilcar Cabral, le leader du PAIGC, pour stopper la révolution. Enfin, le renversement de Sékou Touré pour son soutien logistique et militaire apporté aux soldats du PAIGC en lutte pour leur libération contre le Portugal fasciste. Les assaillants envahissent certains points stratégiques de la capitale, dont la résidence de Sékou Touré ainsi que la radio et télévision nationale. Durant les combats, 4 ou 5 navires de ravitaillement appartenant aux soldats du PAIGC seront détruits ainsi que le siège du PAIGC par les assaillants. L'objectif, c'était de capturer Amilcar Cabral à tout prix. Tristement célèbre Camboiro et autres camps militaires furent attaqués. Des hommes politiques et d'autres officiers portugais furent libérés. Ces officiers portugais, il faut le noter, ont été incarcérés pendant plus de 7 ans à Conakry et à Mamou. Certains d'entre eux sortiront gravement malades. Il faut noter que ces gens ont été transférés en Guinée et détenus pendant plus de 7 ans par les soldats du PAIGC d'Amilcar Cabral. Par la violence de l'attaque, le commandant du Camboiro, Sékou Touré, réussit à s'échapper. Le ministre de la Défense de Sékou Touré, lui-même Lansana Diané, fut capturé et réussit à s'échapper pour aller se réfugier à l'ambassade de l'Algérie. Les forces étrangères assaillantes passèrent près de l'aéroport et tentèrent de s'emparer de la station radio la plus importante de la station radio, ignorant que ses émissions ont été interrompues, non pas par le délestage d'électricité, mais parce que Sékou Touré semblait avoir été informé de l'attaque quelques jours auparavant. Et d'ailleurs, la principale centrale électrique tomba dans les mains des assaillants. Touré a été menacé parce que c'est Sékou Touré qu'on venait arrêter. On ne venait pas faire autre chose que d'arrêter Sékou Touré. Sékou Touré, c'était les Guinéens qui venaient pour enlever Sékou Touré. Donc, Sékou Touré étant informé la nuit où on devait venir le ramasser et rentrer et aller se coucher sous le lit de Madame Lofo, n'est-ce pas, une sage femme, n'est-ce pas, et en même temps présidente des femmes de la Guinée, une grande dame qu'il faut quand même, à laquelle il faut rendre hommage parce que ce sont les femmes qui ont mené un combat pour libérer l'Afrique. Et donc, il est allé donc, se cacher là-bas. On venait donc l'enlever et nous enlever, nous tous aussi. Mais lui, il a pris le devant pour aller se réfugier là. Et quand il est sorti de là-bas, il est venu ramasser tous les cadres, y compris ses propres partisans. Voilà où ça s'est trouvé coincé. Mais le malheur de l'histoire, sur laquelle il ne se relèvera jamais, ni sa mémoire, ni que tant que nous, on sera vivant, c'est qu'il a pris son frère, qui était un véritable néocolonialiste, qui était vraiment un contre-révolutionnaire, c'est-à-dire Ismaël Touré, et pour mettre
à la tête du camp Boiro pour ramasser les gens. Et Ismaël Touré ramassait tous ceux qui étaient des sécoutouristes, comme j'enseignais aux étudiants, n'est-ce pas, jusque dans le régime de Sékou Touré. Sékou Touré lui-même était en passe de faire arrêter Ismaël Touré, qui était du camp des capitalistes, des impérialistes américains, n'est-ce pas, en Guinée, étant donné qu'il était le ministre d'État chargé de l'économie nationale. Donc lui, il voulait que Sékou Touré disparaisse, et les Américains lui avaient proposé de le mettre à la place de la succession de son frère. C'était comme c'est la politique traditionnelle des Américains. Alors, pendant que les combats se faisaient rage dans la capitale, Sékou Touré va ordonner à ce que les armes et munitions soient distribuées à la population locale pour que celle-ci participe à la résistance. De 1h du matin. Por volta da 1 da manhã, a cidade foi tomada de assalto com tiros de canhão e não percebíamos o que estava a acontecer. Quelque temps après, Pouco tempo la depois, lumière a luz coupée. foi cortada e comecei a ouvir J'ai commencé alguns à tiros. entendre quelques coups de fusil. Disons, les autorités ayant... E de manhã, quando as autoridades recomeçaram a controlar a situação, da sede da Federação de Conakry 2, Conakry 2, comme on disait, distribuíam armas aos civis. des armes civiles. On a amené des caisses d'armes. Trouxeram caixotes de armas dos quartéis e começaram a distribuir. Je me souviens de ça. Lembro-me disso. J'avais vu, Eu vi. on venait, on donnait ça n'importe comment. Davam armas de qualquer maneira a quem quer que as pedisse. Du PDG, militants en uniforme et sans uniforme, partout, cet état de vigilance, de fermeté révolutionnaire, prêt pour la révolution, l'impérialisme abat, le colonialisme abat. Quelques envahisseurs réussirent à se tirer avec quelques prisonniers libérés qu'ils portèrent sur les navires stationnés au large des côtes maritimes guinéennes. Pendant ce temps, d'autres partirent à la recherche de Sékou Touré qui partit plutôt se réfugier dans une villa tenue secrète non loin de la capitale en plein banlieue de Conakry. Plus de 150 hommes étaient chargés de cette mission de retrouver Sékou Touré ou Amical Cabral, mais ni l'un ni l'autre ne furent retrouvés. Les soldats portugais battirent en retraite avec des pertes mineures. Maintenant, intéressons-nous sur les conséquences de cette agression, sur l'histoire politique de la Guinée, sur la géostratégie, sur la politique intérieure et extérieure de la Guinée à partir de cette date du 22 novembre 1970. D'abord, les Nations Unies condamnèrent l'agression. Sékou Touré reçut l'approbation et le soutien de la communauté internationale parce que, selon elle, la Guinée venait d'être agressée, étant un jeune pays qui venait d'accéder à peine à l'indépendance. Donc, c'était vu comme étant une agression extérieure venant de l'étranger. Donc, raison pour laquelle Sékou Touré a eu un soutien préalable de toute la communauté internationale face à ce qui s'est passé. Il nous apparaît évident que l'agression du 22 novembre 1970 de la soldatesque portugaise, agissant au lieu et place de l'impérialisme, n'est ni un fait du hasard, ni un fait isolé. Mais la partie la plus douloureuse, c'est que la suite de ces événements va plonger la Guinée dans un climat d'horreur, de traque, de règlement de compte à travers des arrestations arbitraires, des accusations de complotistes de toutes sortes, d'emprisonnement, de torture et d'exécution de nombreux citoyens guinéens, voire même étrangers. L'Assemblée nationale, érigée en tribunal révolutionnaire, doit juger les prisonniers et les Guinéens qu'on accuse de complicité. En fait, les 8000 cellules du parti se sont déjà prononcées en écoutant les aveux enregistrés sur bande. Je suis venu dans un groupe pour une mission de mission. Ma mission était vers le palais du président guinéen. Saïbol a également utilisé l'avion cargo militaire pour introduire clandestinement des armes en Guinée. Si un jour il m'a demandé si je ne préférais pas accepter carrément de renseigner la France sur ce qui se passait en Guinée. Arrêt du tribunal révolutionnaire suprême.
condamne à la peine capitale Francisco Joseph Sampaio, Mariore Teixeira, Antoine Correa, Hadja Lopo Camara, ex-sage-femme, Zaidan Joseph, commerçant, Capé de Bana, ex-professeur, Baldé Ousmane, ex-secrétaire d'État au plan, Magatuba Moriba, ex-directeur cabinet domaine social, Paris 3, ex-secrétaire d'État contrôle financier. Le pays bascule dans l'horreur. Selon Amnesty International, plus de 50 000 Guinéens, toutes catégories sociales confondues, seront exécutés, exilés ou portés disparus. Des dates importantes ont marqué des journées d'exécution publique, de pendaison et de fusillades de toutes sortes à travers le pays, notamment la date du 25 janvier 1971 au cours de laquelle des milliers de Guinéens furent exécutés, soit par pendaison publique, notamment ce qui s'est passé au pont 8 novembre, soit dans des camps militaires, notamment au camp de Kindia, ou à l'intérieur du pays, notamment à Kankan, ou bien au camp Boaro. Parmi les victimes, on comptait des ministres, des ambassadeurs, des officiers de l'armée, des hommes de culture, on comptait des religieux, on comptait des personnes de la société civile, de toutes les couches sociales ont été victimes de cette politique de répression. Et parmi les victimes de Sékou Touré, Diallo Telli, qui fut le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, créée en 1963 à Addis Abeba, reconvertie aujourd'hui en Union africaine, fut condamné à mort par diète noire, entendue par privation d'eau et de nourriture, jusqu'à ce que la mort s'en suive. D'autres personnes connues, d'autres ou inconnues, des personnalités de toute la société civile, guinéenne ou militaire, furent également victimes de cette folie répressive. Il y a eu également des Européens, dont des Allemands tels qu'Adolf Marx, arrêté en 1970, dont la libération sera d'ailleurs négociée par André Lewin, qui sera ambassadeur de France en Guinée après la normalisation des relations entre les deux pays à la suite du non au référendum de 1958. Une vingtaine de Français également furent capturés, furent arrêtés et détenus à Conakry pour les mêmes raisons de soupçons de déstabilisation de la Guinée. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette agression a été un point culminant de déclenchement qui a précipité le régime de Sékou Touré dans ce qu'il soupçonnait être une tentative de renversement de son régime depuis l'étranger, depuis sa rupture politique avec la France de De Gaulle de 1958. Ce qui est important également de noter, c'est que la France en voulait réellement à la Guinée, suite à son refus d'appartenance à la communauté des États qui devrait être toujours sous tutelle de la France. À partir du moment où Sékou Touré s'est détaché de cette communauté des colonies françaises d'Afrique, ça a créé un regain de tension entre Paris et Conakry. Voilà pourquoi on peut dire sans risque de nous tromper que les autorités françaises de l'époque étaient bel et bien mêlées à cette tentative de renversement du régime de Sékou Touré. Le 19 avril 1960 déjà, Sékou Touré dénonçait l'installation de camps de dépôt de munitions aux frontières avec le Sénégal de Senghor, puis avec la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, qui selon lui était de mèche avec la France pour déstabiliser la Guinée. En exemple, des officiers français du 11e choc, le bras armé des services français, ont été retrouvés avec une cache d'armes et de munitions. Mamadou Dia, président du Conseil du Sénégal, envoie une lettre confidentielle à De Gaulle et lui demanda des explications. Jacques Foccart, l'homme de l'ombre et cerveau de la France-Afrique, pilotera pour sa part l'opération Persil, au cours de laquelle la France tentait d'injecter des faux billets de banque pour faire couler l'économie guinéenne. Donc sa méfiance vis-à-vis de la tentative de déstabilisation de la Guinée par l'ancienne puissance colonisatrice, en l'occurrence la France, ainsi que l'agression de 1970 par le Portugal fasciste allié à la France, fera de Sékou Touré un parano qui va se replier dans un monde révolutionnaire qui devrait combattre selon lui toutes les personnes qu'il soupçonne de près ou de loin, de vrai ou faux, d'être anti-révolutionnaires. À travers tout le pays, il crée des comités révolutionnaires. Et en réponse, des personnes de toutes les couches sociales, civiles, militaires, paysans, agriculteurs, éleveurs, hommes politiques seront arrêtés, torturés, emprisonnés, condamnés à mort, pendus ou fusillés, selon les cas.
plusieurs camps seront ouverts, des prisons seront ouvertes destinées à mettre en prison toutes les personnes qui, selon lui, seront contre sa révolution, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur du pays. Si Sékou Touré est considéré par certains comme étant un héros révolutionnaire, au même titre que certains panafricanistes africains, d'autres le voient comme étant un sanguinaire, d'autres le voient comme étant un criminel dont les mains sont entachées de sang. Et aujourd'hui, la population guinéenne elle-même est divisée entre les pro-Sékou Touré et ceux qui sont contre Sékou Touré, notamment les familles des victimes qui attendent toujours justice depuis l'avènement de la libération de la Guinée en 1984 avec l'arrivée de Lansana Conté à la tête du CMRN. Cette agression ne justifie en rien les crimes commis par son régime, pour la simple raison que tous les accusés n'étaient pas complotistes et n'ont pas eu droit à un avocat. Certains aveux ont été obtenus par le biais de la torture, de privation d'eau et de nourriture, jusqu'à ce que mort s'en suive. Certains ont perdu la vie durant l'interrogatoire. Ismaël Touré était justement celui qui les interrogeait et qui nous a interrogés, qui nous a fait torturer à mort. Il nous a mis comment on appelle, vos rayons électriques là, sur les oreilles, sur les sexes. Mais on leur mettait dans le vagin de faire chauffer, etc. On les rasait et puis on enfonçait le courant dans leur sexe pour qu'ils puissent dire comment on leur donnait les listes pour qu'ils lisent, etc. Voilà un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire pratiquement la méthode plus que du nazisme, pire, puisque au fond, ce sont les Allemands de l'Est qui venaient au camp Boiro pour superviser en appliquant ce que les nazis ont appliqué en Allemagne. Donc il y avait des médecins tchèques et tout ça? Oui, des médecins chefs qui venaient d'Allemagne, tchèques et allemands. Puisque c'est eux qui nous apportaient les bombes de nerfs là pour nous soigner le bras qui était pourfendu par le courant électrique qu'on mettait pour que vous avouiez tout ce qu'ils voulaient que vous lisiez, qu'ils écrivaient pour que vous lisiez, pour qu'on entende votre voix. J'étais le seul, il faut noter ça, où on n'a jamais pu me faire dire quelque chose. Jamais. Même ma voix, ils n'ont pas pu l'imiter. Ça veut dire que je suis le seul prisonnier. Vous pouvez prendre tous les dossiers de camp Boiro, vous verrez que je n'ai pas parlé. Mais j'ai refusé de dire qu'il y avait quand même nous qui venions être libérer la Guinée, qui sommes ceux qui avions dit non contre même les Ismaël Touré. Ils ne voulaient pas que nous revendiquions l'historicité du nom de cette histoire de l'Afrique en Guinée. Il a voulu se venger sur l'ensemble de l'élite que nous étions venus au secours de la Guinée. Et donc, il a beaucoup fait pour que nous disparissions nous-mêmes en prison, et par la résistance, j'ai pu être un survivant, puisque Telly est mort dans ma cellule. Monseigneur Chidimbo était mis dans ma cellule, On l'a torturé, on l'a le bras ligoté par le fer et tout ça. Comme tout le monde, on l'a déshabillé à nu. Nous avons fait ensemble dans cette cellule 49, donc après, n'est-ce pas, l'intervention du pape. La cellule 49, c'est-à-dire la première cellule, dès que tu sors de la garde, on mettait cette cellule-là, c'est la cellule des enquêtes, où ceux qui dormaient là étaient perpétuellement pris pour aller mourir, pour aller faire l'interrogatoire et les faire mourir. Donc dès qu'on te mettait dans la cellule 49, ça veut dire qu'on te met à la diète, et puis on te sort de là pour seulement aller les tuer, puisqu'avant on arrêtait les gens, on allait les pendre. Et comme l'opinion internationale et nationale criait, où on les pendait sous le pont de 8 novembre là-bas, on a commencé maintenant à les faire mourir par la diète, c'est-à-dire la privation d'aliments, en sachant que si tu restes 7 jours sans boire l'eau, sans manger, c'est la méthode que Sékou Touré avait utilisée pour éliminer l'ensemble. Chaque fois que, quand les gens étaient fusillés, l'opinion internationale et l'Amnesty internationale criaient.
Mais comme moi, j'étais pris en charge par l'Amnesty International, donc, une fois qu'on a tellement été très loin dans les protestations et qu'on est venu voir que les rescapés étaient identifiés par l'Amnesty International et les Nations Unies, et que mon nom aussi était parmi ceux qui étaient considérés comme encore vivants, ils n'ont pas pu nous exterminer, et même d'autres sont morts comme ça par la fatigue, par la vieillesse. Moi, je suis sorti comme un miraculeux. Lorsqu'on vous fait entrer à la 49, on ferme la porte, on met les cadenas, même le chef de poste n'a pas le droit d'ouvrir. Sauf bien sûr quand vous êtes mort. Pas de nourriture, pas d'eau. Même l'air que vous respirez, si on avait les moyens, on l'aurait supprimé pour que vous mouriez beaucoup plus lentement et beaucoup plus sûrement encore. Alors avec cette corde, vous étiez, quand vous êtes attaché comme ça, alors on vous pend avec cette corde, vous êtes attaché et pendu. Les pieds ne touchent pas terre. De sorte que, à la moindre décharge électrique, alors vous voyez ce que ça peut faire comme secousse, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on tournait la gégène, vous étiez là en train de vous balader en l'air comme un pantin. Attaché à cette corde, évidemment, qui était plus solide à l'origine. C'est là que se trouvait la gégène qu'on tournait, ici. Ici, on le branchait au sein, aux oreilles et finalement au sexe. Même les femmes, même aux femmes, on le branchait au sexe. Il y avait que les tortionnaires et vous-même, aucun autre témoin. Jusqu'à ce que vous disiez ce que le ministre qui était assis là-bas voulait que vous disiez. Et pour cela qu'on a dit qu'il faut dire la vérité du ministre. Nous avions des planches. Chacun avait une portion de jardin à arroser chaque matin. Alors un matin, alors que j'arrosais ici, j'ai entendu quelqu'un dire psst, psst, psst. J'ai regardé par là, je n'ai vu personne. C'est en ce moment que j'ai vu, sortant de ce trou-là, qui était plus petit que ça, j'ai vu une main qui était sortie tenant un chiffon. L'homme était en diète noire, donc condamné à mort. Le bruit de mon arrosoir, il avait su que j'avais de l'eau. Et il me demandait de lui mettre un peu d'eau sur le chiffon pour sucer. Alors, mais je suis resté comme pétrifié. D'abord, de voir une main sortir d'un trou, la vision là même était presque irréelle. Deuxièmement, j'étais devant un cas de conscience. Si je donne l'eau et qu'on me voit, on me met en diète noire. Si je ne le fais pas, je sais que c'est quelqu'un qui va mourir de soif. Alors finalement, j'ai regardé comme il n'y avait pas d'homme de garde. J'ai continué à arroser. Arrivé par là, j'ai fait ça. J'ai donné un mouvement vertical à mon arrosoir. Un peu d'eau est parti se mettre sur son chiffon qu'il a fait entrer. Malheureusement, ça ne l'a pas sauvé puisqu'il était en diète noire, il est mort quand même. J'ai passé 10 jours sans boire et sans manger. Tellement j'ai eu soif. Ma langue collée à mon palais, j'étais obligé d'uriner dans mes mains et de boire. J'ai bu mes urines pour pouvoir respirer. Alors au 10e jour, très tard dans la nuit, ils viennent nous menotter, ils nous ont mis des menottes tchèques. À chaque fois que bougeait la main, ça rentrait dans la main, ils nous amènent à l'interrogatoire. On m'a branché le courant là. 2 fils, un fil électrique là, un fil électrique là, avec un appareil qui est sur la table. On vous pose les questions. Vous devez répondre que vous êtes homme du front. Vous êtes SS nazi, vous êtes homme de Focard. Et si vous refusez, ailleurs, on vous tourne la manivelle. Les complots réels ou fabriqués seront les caractéristiques fondamentales du régime de Sékou Touré. L'objet que représentera le complot sera plus complexe qu'il paraît. Chaque complot réel ou imaginaire sera noué d'intrigues, de calculs politiques et de manipulation de la masse populaire. À cela s'ajoute
l'implication des puissances étrangères, les organisations de la diaspora guinéenne, la peur d'affronter le régime, les échecs économiques, les jeunes politiques intellectuels livrés à la manipulation ethnique. Ce qui aura pour suite à de nombreux cas d'arrestation, de condamnation, d'exécution publique ou secrète. Il en fit une opportunité réelle de règlement de compte face à de nombreux adversaires politiques gênants. Celui de 1961, par exemple, dit complot des enseignants de Koumandjian Keïta ou de Fodeba Keïta, raconté par l'une de ses victimes, l'écrivain Djibril Tamsir Niane, qui lui-même fut emprisonné par Sékou Touré. Il y a également la révolte des femmes de 1977, le complot des commerçants, situation des Peuls en 1976, la lutte contre ce qu'il appela la 5e colonne déclenchée en 1971 après l'agression du 22 novembre poussa également Sékou Touré vers une répression aveugle. Ainsi, au lendemain de l'agression, un monument a été érigé pour se souvenir de ce moment difficile traversé par le peuple de Guinée au cours de laquelle la majorité des Guinéens ont eu le courage justement de résister face à l'envahisseur colonial, face à l'impérialisme colonial qui a fait qu'aujourd'hui la Guinée est classée parmi les pays révolutionnaires d'Afrique de l'Ouest. Mais chose qui divise, comme je le disais tantôt, parce qu'aujourd'hui, pendant que d'autres voient Sékou Touré comme étant un révolutionnaire, un guide révolutionnaire, un anti-impérialiste, d'autres le voient comme étant un tyran. Voilà les deux facettes qui représentent Sékou Touré aux yeux des Guinéens. Et il convient à la nouvelle génération de s'intéresser à cette histoire, de creuser sans parti pris, sans avoir la haine ni la rancœur, pour permettre à la réconciliation nationale, pour créer un climat de paix, pour créer un climat de dialogue entre les deux parties, pour pouvoir regarder ensemble vers la même direction et faire table rase du passé. Mais cela n'est possible que par la justice, que par la transparence, pour situer les responsabilités. Essayer en même temps de réhabiliter les personnes dont on sait qu'elles ont été accusées à tort durant cette agression, et si effectivement il y a des personnes qui sont impliquées, que cela soit connu par le grand public, et s'il y a des personnes qui ont été accusées à tort, que ça soit connu par le grand public. Cela permettra de créer un climat de paix entre les Guinéens pour pouvoir regarder vers la même direction et penser pour le même avenir, pour l'intérêt de la Guinée et de l'Afrique en général. Merci la communauté et à très bientôt. Les Portugais avaient un objectif. Os portugueses tinham um objetivo, diria mesmo legítimo, era recuperar os seus filhos. Donc, je n'en veux pas aux Portugais pour ça. E eu não quero mal aos portugueses por causa disso. O que lamento é o facto do Partido de Estado de Sékou Touré se ter servido da situação para liquidar os pais fundadores da Guiné. É disso que tem pena.